Alors bonjour Claude Roux, vous êtes mon invité. Je vais faire un tout petit mot d'introduction avant de vous demander de vous présenter. Voilà, cette vidéo est faite dans le cadre des vidéos que je fais. En particulier, on m'a ressuscité un petit peu PJTV, qui était une initiative que j'avais prise à l'époque où, comme nous tous, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Et je m'étais dit, on peut maintenir le dialogue en utilisant Zoom et en faisant des vidéos où j'interviewerai un certain nombre de personnes. J'ai eu la chance d'avoir Attali, Marina Bladi, les frères Dardenne, François Ruffin, enfin bon, un grand nombre de personnes qui ont eu l'amabilité de dialoguer avec moi sur des sujets divers. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? C'est que donc sur mon blog, j'évoque, depuis que je l'ai lancé en février 2007, j'évoque des sujets d'actualité. Alors au départ, ça a été une actualité essentiellement sur la finance. On était véritablement, je dirais, aux prémices de la crise des subprimes. Il se faisait qu'à cette époque-là, j'étais au rang hiérarchique numéro 3 de la gestion du risque dans la plus grosse banque américaine qui allait provoquer la crise des subprimes. J'étais vraiment très très bien, j'étais au balcon pour parler de ça et donc on a parlé essentiellement de cela. Au fil des années, on a parlé d'autres choses, on m'a demandé d'intervenir, surtout dans le domaine de la finance au départ, mais j'avais une formation de scientifique assez dispersée, d'abord comme un spécialiste vraiment des sciences humaines. J'ai enseigné l'anthropologie à l'université de Cambridge en particulier. Puis on m'a demandé d'intervenir dans le champ de l'intelligence artificielle. On m'a invité et entre 87 et 90, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Et puis voilà, puis dans la finance, etc. J'ai la chance ces temps-ci que quand j'évoque des sujets liés à l'informatique, liés au développement de l'intelligence artificielle, qu'un certain nombre de personnes font des commentaires à propos de ce que je dis, qui ont, je dirais, la qualité et la forme qui permet d'en faire de véritables billets. Et ça me permet de les recycler, si vous voulez, de les faire passer plutôt du stade du statut de commentaire au statut de billet à part entière. Et ça a été le cas il y a quelques jours, c'était donc le 8 mars, il y a moins d'une semaine, quand Claude Roux m'a fait un commentaire auquel j'ai donné le titre de Grand modèle de langage ou de langue. Pourquoi les réseaux neuronaux ont-ils réussi là où la linguistique échouait? Et vous pourrez voir sur mon blog ce biais. Mais le sujet est à ce point intéressant pour un certain nombre d'entre nous, pas pour tout le monde, mais j'espère qu'on va pouvoir intéresser un nombre plus grand de personnes que celles qui sont intéressées au départ à ce sujet. Je voudrais demander à Claude Roux de commenter. Je vais lui poser des questions, je ferai mes propres commentaires, ce qui a été dit là. Mais avant tout, si vous pouviez vous présenter en quelques mots, que l'on comprenne qui vous êtes. Mais alors, en fait, moi, j'ai fait des études d'abord d'informatique. À l'origine, je n'avais pas l'intention de faire des études longues. Et puis finalement, j'ai fait une maîtrise en informatique à Paris 6. Et après mon service militaire, je suis parti à Montréal et j'ai fait un doctorat de linguistique à l'Université de Montréal de 1990 à 1995. Ensuite, je suis revenu en France et j'ai travaillé pour une société qui était installée à Marseille, qui travaillait déjà dans le traitement des langues, qui s'appelait Ingenia, qui avait Mhm. développé un outil qui s'appelait Silex, avec des gens comme Frédéric Pigamo, qui avait été l'élève de Alain Bonnet, Mhm. quelqu'un je crois, qui travaillait à l'époque à l'école des télécommunications à Paris. Mhm. Ensuite, au bout de 2 ans, ben, j'ai été embauché par le centre de recherche de Xerox à Mhm. Grenoble en linguistique. Et donc, en fait, moi, ma thèse de doctorat, elle portait sur la meilleure façon d'automatiser enfin, plus exactement, de construire des analyseurs syntaxiques pour une théorie linguistique qui, à l'époque, s'appelait GPSG, qui avait été développée par Gazdar et Pouloum, je crois, à l'université d'Oxford. Mhm. Et donc, à l'époque, dans les années 90, le grand débat, c'était pour ou contre Chomsky. Mhm. Et d'une certaine façon, Chomsky a gagné enfin, j'en parlerai peut-être à un moment donné, Mhm. mais donc le problème qu'on se posait, c'est qu'il y avait dans la théorie de Gazdar et Pouloum un certain nombre d'éléments qui étaient assez complexes à informatiser. En Mhm. particulier, il y avait un jeu de règles où la partie droite était non ordonnée, ce qui faisait que c'était assez complexe de Mhm. construire un système efficace pour analyser les phrases.
Et hum, puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez enthousiastes quand j'étais à Xerox, avec lesquels on a commencé à développer un moteur vraiment linguistique très sophistiqué qui hum, s'appelle donc ZIP, ça veut dire Xerox Incremental Parser. L'idée, c'était que plutôt que d'essayer de laisser la machine explorer un espace gigantesque de règles, comme c'était le cas jusqu'à présent, on a essayé en fait de faire ce que nous on appelait à l'époque du shallow parsing, c'est-à-dire de l'analyse superficielle. hum, Donc on avait des couches qui se succédaient, et dans chaque couche, on avait un type de règle particulier. Alors, on avait des règles pour faire la désambiguïsation de catégories, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'un nom est enfin, si un mot est un nom ou un verbe. Ensuite, on avait des couches pour pouvoir construire ce qu'on appelle en linguistique des groupes nominaux, des groupes verbaux, etc. Et après, on avait un système qui était un moteur de prédicat du premier ordre qui permettait de construire des dépendances, c'est-à-dire des liens syntaxiques entre les différents mots au sein de la phrase. Donc des liens syntaxiques du style sujet, objet, etc. hum, Et ce qu'on avait essayé de faire, nous, c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit ce billet, ce qu'on avait essayé de faire, nous, c'était d'injecter en fait de la sémantique à l'intérieur de ce système-là, c'est-à-dire hum, d'avoir une structure qui soit pas uniquement purement linguistique. On essayait d'avoir des choses du style, par exemple, quand on avait un verbe, on essayait de rajouter les types d'objets ou les types de compléments qu'il pouvait accepter. On essayait vraiment d'avoir un maximum d'informations pour guider le parseur dans l'analyse des phrases. On avait aussi énormément développé un aspect qui était celui des règles lexicalisées, c'est-à-dire que on associait à un mot donné une règle de hum, façon à rendre en fait l'analyse la plus sophistiquée possible. Et à la fin, on s'était retrouvé avec des grammaires extrêmement conséquentes, hein, puisque la grammaire dans l'anglais, par exemple, faisait 60 000 règles, pour donner une petite idée, hein. hum. Et pourtant, c'est le fameux plafond de verre dont je parlais, on n'arrivait pas à dépasser une certaine qualité. Hum, hum, On avait beau essayer d'injecter de l'information à gauche et à droite, on n'en hum. injectait jamais suffisamment. Oui. Et donc, on se retrouvait toujours avec des cas de figure où, en fait, les Hum, phrases, au lieu d'être correctement analysées, en fait, le système dérapait, soit il oubliait d'analyser certaines choses, soit il se trompait sur l'analyse et puis il nous fournissait une information qui était fausse, des hum, dépendances qui n'existaient pas, etc. Et c'était très, très compliqué, en fait, de gérer ça. Il y a une fameuse phrase que tout le monde connaît en linguistique informatique qui était «Toutes les grammaires ont des fuites, all hum, grammars X». Et hum. c'était vraiment le problème, quoi. C'est-à-dire que Oui, oui. que Hum, soit les efforts qu'on faisait, il y avait hum, toujours des moments où en fait les choses nous échappaient. Et hum, pourtant, en fait, le système marchait assez bien, hein, puisque, comme je le hum, disais, en 2016, on a participé à une compétition avec deux autres collègues, à Sameval, où il s'agissait d'extraire des sentiments à partir de documents. Donc l'analyse de sentiments, c'était de savoir si un texte était positif, négatif, sur certains hum, aspects, sur le service, etc. C'était des textes qui étaient liés à des hum, critiques de restaurants. Et on avait réussi à se placer en première position, mais avec des efforts qui étaient particulièrement lourds. C'était vraiment un travail hum, hum, très fin, très, très compliqué, en fait, d'une certaine manière, parce qu'en fait, on passait notre temps à essayer de colmater les brèches, quoi. hum, hum. Et donc, nous allons essayer de passer en revue ce qui a marché depuis ailleurs et pourquoi ça n'a pas marché finalement dans la perspective de ce qui marche en ce moment. Euh, Essayer de comprendre, comprendre pourquoi. Et en particulier parce que par rapport à ce qu'on appelle le symbolique, et je vous ai demandé de m'aider tout à l'heure à définir le symbolique, mais on va entrer, je dirais, petit à petit dans le vif du sujet. Vous écrivez dans le papier que vous avez donc fait pour mon blog, je suis très heureux d'entendre enfin un son de cloche positif quant à l'IA, quand le discours ambiant vise soit à déformer, soit même à nier les progrès faits dans le domaine. Alors, vous êtes content d'entendre un son de cloche positif, c'est celui que je fais résonner moi-même sur mon blog et dans les vidéos que je fais. Comment expliquez-vous que le discours ambiant vise soit à déformer, soit même à nier les progrès faits dans ce domaine? Parce qu'on pourrait imaginer qu'au fil des années, il y a eu et il y a toujours un grand intérêt pour l'IA, et soudain, il y a une méfiance. On nous parle de l'IA qui va détruire le monde, comme si nous n'étions pas suffisants à la tâche. Pourquoi, à votre avis, ce mouvement de recul en ce moment même?
Alors moi, je pense qu'il y a, bon, évidemment, les raisons sont multiples et variées, et elles dépendent vraiment des gens. D'abord, il y a des gens pour qui, en fait, les grands modèles de langue sont véritablement un camouflet, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand, moi, c'est un peu mon cas, hein, j'ai une carrière de 30 ans dans le domaine de la linguistique, et Hum, aujourd'hui, pratiquement tous les travaux que j'ai faits dans le passé, ça appartient à peu près au même type d'histoire que l'alchimie au XVIIIe siècle. C'est-à-dire hum. que, voilà, Oui. le- comment on appelait cette substance, le phlogiston, je crois, c'est ça qui. Phlogiston, oui, oui, la substance qui faisait que les choses brûlent. Oui. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'avoir recherché le phlogiston pendant à peu Oui. près 30 ans. Hum, hum, Donc je pense qu'il y a des gens pour qui, en fait, ces modèles-là sont une mauvaise nouvelle d'une certaine manière, parce qu'évidemment, ça remet en cause complètement le type de travaux qu'ils ont pu faire, le type hum, d'enseignement qu'ils ont pu faire. Moi, je me réfère toujours un petit peu à ce livre de Kuhn sur les révolutions scientifiques, où oui, il dit, oui. en fait, une révolution scientifique, généralement, elle survient tous les 30 ans. Et il ajoutait de façon un peu sarcastique, parce qu'en fait, c'est à peu près la durée de vie d'une carrière académique. Donc, Exactement. Oui. et je pense qu'en fait, véritablement, on est face à une espèce de bouleversement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des carrières académiques complètes qui aujourd'hui Hum, sont hum, bousculées. D'abord parce que il faut quand même le dire, les gens qui ont fait ces modèles de langue, ces immenses modèles de langue, n'avaient hum, pas la moindre idée de ce que c'était qu'une analyse linguistique. Ils y sont hum. allés de façon extrêmement brutale. Tout Oui. le monde a l'impression que c'est. Il y a une présentation de Guillaume Lample, qui fait partie aujourd'hui de l'équipe de Mistral, qui explique que quand il travaillait sur la main, les concepts étaient très simples en fait. C'était la partie ingénierie qui était très lourde. Je pense que c'est quand même assez étonnant de découvrir qu'en fait, avec les moyens informatiques suffisants et nécessaires, plus quelques méthodes sur les réseaux neuronaux, on arrive à obtenir des choses comme ça. Les Hum, théories linguistiques du passé étaient d'une extraordinaire sophistication, hein. On avait des champs complètement différents. Il y avait la sémantique d'un côté, l'analyse du discours de l'autre. Il y avait hum, la syntaxe, il y avait même à un moment donné, le simple fait de découper un texte en mots était considéré comme un travail de recherche. Et tout hum, ça est complètement balayé, bousculé. Bon. hum, Ouais, il y a un autre aspect qui est peut-être un petit peu plus subtil. Je pense qu'il y a un aspect philosophique, il y a un aspect aussi religieux, à hum. mon avis, il ne faut pas négliger. Oui. Parce que euh, lorsqu'on commence à parler de choses qui ont une intelligence, on l'a vu avec Le Moine, cet Hum. ingénieur chez Oui. Google, et aussi un prêtre, je crois. C'est quand même assez Oui. paradoxal qu'il Hum, s'appelle Le hum, Moine et qu'en plus il était prêtre. Enfin bon, hum, comme en hum, anglais, je pense que les gens ne savent pas ce que Le Moine veut dire, ils ne s'en rendent pas compte. hum, Il a finalement commencé à dire qu'il avait détecté un commencement d'âme dans un modèle de langue. hum. Imaginez que lorsque des gens qui ont des convictions religieuses commencent à s'intéresser à ce genre de modèle, je pense qu'ils doivent être bousculés parce que ça signifie peut-être aussi que on a créé quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence, mais quelque chose qui aussi a peut-être ce que eux appellent l'âme, c'est-à-dire un début de conscience, un début de... Et c'est extrêmement troublant. Après, il y a ceux qui ne comprennent pas. Je pense qu'il y a Ouais. aussi beaucoup de gens Hum, qui essaient toujours finalement de ramener leur compréhension des choses nouvelles à des choses qu'ils connaissent. Donc il y a beaucoup de hum, gens qui pensent qu'en fait, un modèle de langue, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche. Et hum. ils passent complètement à côté. On n'a jamais réussi à établir un dialogue avec Google. Je veux dire, quand on Hum, fait une hum, recherche sur hum, Google, hum, chaque requête est nouvelle, alors que dans le cas d'un chat avec un modèle de langue, il y a une continuité dans le dialogue, il y a une continuité dans le constance dans la façon dont le système va répondre aux questions qu'on lui pose et la façon dont il va raisonner sur ce qu'on lui demande. hum, Donc il y a ces aspects-là aussi qui sont aussi à prendre en compte. Et puis je pense qu'il y a aussi des gens qui sont par nature sceptiques. Et pour l'instant, on voit arriver ces modèles-là, ils ont l'impression qu'il y a une espèce de grand mouvement autour de ces modèles-là, et ils se disent, bon, on nous a déjà fait le coup. Je veux dire, depuis la fin des années 50, il y a eu plusieurs hivers dans l'intelligence artificielle, hum, hum, parce que chaque fois, il y avait des promesses qui étaient faites et qui n'étaient jamais hum, tenues. hum. Et en revanche, là, pour la première fois, moi, c'est vraiment là où je suis. C'est pour ça qu'en fait, j'avais écrit ce message. C'est que pour la première fois, je pense que en fait, on a une promesse qui est tenue. Oui, oui. On a vraiment une promesse qui est tenue. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est nouveau. Hum. Quelques remarques, voilà,
pour donner, étoffer un peu des choses que vous avez dites. La remarque de Kuhn, elle rejoint une remarque qui avait été faite par Max Planck avant, en disant les théories ne triomphent pas, les vieux professeurs meurent de vieillesse et ce sont les jeunes qui les remplacent. C'est un peu la même idée que les gens ne changent pas véritablement d'avis. Et ça rend, en fait, ça renvoie un petit peu à ce qui est le cœur de la réflexion que nous avons là, c'est qu'il y a quelque chose comme un noyau de croyance à l'intérieur de tout système qui a une mémoire. Et ce noyau de croyance, en psychanalyse, on s'y intéresse beaucoup. Lacan s'est intéressé à ce qui est le centre, le nom du père. Voilà, la chose, si on y touche, ça risque de casser tout autour. Euh, Blake Lemoine, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, donc Blake Lemoine travaille pour Google. On le met dans une tâche pour laquelle il n'est pas en fait le spécialiste, mais on manque de quelqu'un. Et donc, il doit s'occuper d'un prototype, voilà, c'est un LM, un grand modèle de langue ou de langage. Et au bout d'un moment, on apprend que Google veut le virer. La rumeur qui circule, c'est donc qu'il a appelé un avocat pour défendre le logiciel dont il s'occupe. Et là, dans une interview, il dit, ce n'est pas cela. Alors on s'attend, on se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Ce n'est pas cela. C'est le modèle de langage. C'est l'IA qui a demandé à avoir avoir un avocat. C'est lui qui a exigé ça. Et l'avocat est venu et il lui a demandé un certain nombre de choses. Là, la surprise. Et, mais enfin bon, on essaye de. C'est un monsieur qui dit aussi, par ailleurs, quand j'ai appris telle chose, j'ai pris une cuite d'une semaine, etc. Donc il donne aussi, je dirais, un peu des verges pour le battre. Il ne paraît pas entièrement sérieux. Mais quelques temps plus tard, en février donc, de l'année dernière, février 2023, il y a quelque chose tout à fait du même ordre. C'est quand un des spécialistes voilà, de l'informatique pour le New York Times, qui est, bon, qui est une publication qui a une réputation, quand il a un dialogue tout à fait étonnant avec la machine, qui est une machine de type ChatGPT, mais non bridée, c'est-à-dire qu'on on l'a pas mis dans un carcan d'interdictions diverses, de politiquement correctes, de choses à pas dire. Et là où cette machine dit je voudrais devenir un être humain parce qu'il y a vraiment des choses qui me manquent, et puis qui dit je suis amoureux de toi, etc. Et là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas affaire à un Blake Lemoine. Le spécialiste informatique du New York Times, c'est pas si facile, il n'est pas aussi facile, je dirais, comment dire, à neutraliser qu'un personnage comme Blake Lemoine. Pour ce qui est du religieux, oui, il y a des choses qui inquiètent parce qu'effectivement, c'est un des thèmes que je développe dans mon petit livre qui vient de paraître, l'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. On rentre dans le domaine des choses dont nous disions que seuls des dieux peuvent les faire. Et je parle à la fois de créer une machine de ce niveau-là, et aussi des machines qui font des choses que seuls les dieux pouvaient faire dans nos histoires. Euh, Vous dites dans votre commentaire, je ne pensais pas voir débarquer une telle technologie de mon vivant. Ah non, ça, alors là, ça, pour moi, ça a été une surprise. Mais d'abord, j'ai découvert ces techniques-là un peu avant, parce que j'ai lu un article qui s'appelait Inner Monologue, qui a été publié en 2022, je crois, si mes souvenirs sont bons, Hein, qui parlait d'un système qui s'appelait Instruct GPT. Et hein, Instruct GPT, en fait, c'était un peu l'ancêtre de GPT 3.5 et puis ensuite hein, de GPT-4. hein, Et avec un collègue, on a commencé à jouer avec et on s'est rendu compte que ce modèle de langue faisait des choses totalement inattendues. En hein, particulier, il pouvait créer hein, du code, il pouvait répondre à des questions, il pouvait traduire d'une langue à l'autre. hein, Et il avait une compréhension de la langue qui était très au-delà de tout ce que j'avais pu voir. Comme hein, moi, parce que, évidemment, moi, si je me suis lancé dans la linguistique au début des années 90, c'était parce que je rêvais d'avoir des choses comme ça sous la main. Je rêvais d'avoir un outil comme ça. Moi, je hein, rêvais de faire de la traduction automatique. Je rêvais d'avoir une machine avec laquelle je puisse parler, hein. je puisse dialoguer. Je rêvais de ça. Bien Et, sûr. et en fait, donc je m'étais lancé là-dedans et j'ai éprouvé une forme de frustration à voir qu'en fait, on n'arrivait pas à avancer. Qu'au Hein, bout d'un temps de travail, finalement, j'avais à peine progressé par rapport à ce que j'avais commencé, hein, à ce que je faisais ou ce que j'avais découvert au début des années 90. Et ouais, là, brutalement, du jour au lendemain, je tombe sur cet objet et là, hein. je me dis, oula, là, il s'est passé quelque chose. Il s'est On n'est passé plus quelque du chose. tout. Ouais, ouais. Voilà.
Parce qu'il y a eu évidemment d'autres méthodes, dont nous, les méthodes qu'on utilisait, c'était des méthodes purement symboliques, mais en fait, la décomposition du monde linguistique, elle touchait aussi les gens qui faisaient des méthodes, qu'on appelle méthodes à noyau, vous savez, qui sont des méthodes basées en fait sur des... alors, je ne peux pas le décrire de façon simple, mais disons que on essaye de construire, chaque catégorie était construite sous la forme d'un hyperplan, c'est-à-dire de quelque chose qui était en fait une espèce de milieu entre les données qu'on lui donnait à apprendre. Et à chaque fois qu'on lui donnait une information, on essayait de voir quel était le plan qui était le plus proche. Et en fonction de ça, on en déduisait que la catégorie qu'il fallait sortir, c'était ça ou ça. Donc si par exemple, le problème, c'était de savoir est-ce que ce texte parle d'économie, est-ce qu'il parle de science, est-ce qu'il parle de religion, Hum, etc. Alors à ce moment-là, on avait une catégorie religion, une catégorie science, une catégorie économie, et on essayait de voir si le texte était plus proche de la catégorie économie, etc. Mais en réalité, les méthodes qui étaient utilisées, elles n'étaient pas réellement différentes de celles que nous, on utilisait, dans le sens où, en fait, elles continuaient d'avoir cette espèce de décomposition, en fait, du monde de la langue en une multitude de domaines, et on n'arrivait pas à les joindre, on n'arrivait pas à construire de pont entre ces éléments-là. Donc, ces méthodes-là aussi, d'une certaine manière, elles étaient très à la mode dans les années 2000, elles ont été très à la mode jusqu'en 2012-2013. Et puis, en fait, l'arrivée des méthodes neuronales, puis des grands modèles de langue, a balayé tout ça à une vitesse qui me laisse moi-même pantois. Parce qu'en hum, plus, le laboratoire dans lequel je travaillais, XRCE, c'est le laboratoire qui détenait en fait le record à ImageNet en 2012 avant hum, l'arrivée des modèles de langue. C'était hum, donc un collègue qui travaillait à l'époque et hum. qui détenait le record. Et donc, du jour au lendemain, l'année suivante, les résultats qui ont été annoncés ont été un choc pour beaucoup de gens parce que vraiment, il y a eu un saut qui s'est fait à ce moment-là, tout à fait surprenant, Ouais, euh, que moi, je n'avais pas du tout anticipé. ouais, En plus, les méthodes neuronales, il faut le dire aussi, avaient très mauvaise presse dans les années 80-90, parce que tous les gens qui avaient hum, essayé d'en faire s'étaient heurtés à quelque chose de très bête, hein, c'est que les machines n'étaient pas assez puissantes ouais, pour pouvoir traiter ces modèles-là. D'une certaine hum, manière, en fait, il a fallu la confluence de plein de choses, hum, c'est-à-dire l'utilisation pour la première fois dans les années 2000 des cartes graphiques pour pouvoir calculer les multiplications de matrices. Il a fallu aussi des idées totalement saugrenues. Par exemple, il y a une idée qui est très étrange quand on fait de l'apprentissage neuronal, c'est que parfois on va décider de façon arbitraire de mettre toute une colonne de données dans la matrice à zéro hum, hum, pour que le hum, modèle, en fait, pour essayer de contrôler la façon dont le modèle va avancer. Donc, il y a plein de choses qui se sont faites, et souvent de façon très empirique. C'est surtout ça qui est très étrange. hum, C'est-à-dire qu'il y a un fond, je pense, théorique qui existait, mais la plupart des avancées se sont faites de façon un peu empirique. L'idée de mettre hum. que des zéros, je ne sais pas s'il y avait vraiment une raison mathématique profonde pour décider de ça. Je crois que c'est Hinton qui est à l'origine de cette idée, par Ouais, exemple. ouais, Donc, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont comme ça passées. Et puis, brutalement, en 2017, bon, il y a eu le fameux article L'attention est tout ce dont vous avez besoin. hum, Il y a eu aussi les travaux de Shaw en traduction automatique, où tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était en train de passer à l'étage supérieur en termes de qualité. Donc, il y a eu hum, plein de choses. Et l'arrivée des grands modèles de langue en 2022, puis en 2023, alors là, je me suis dit, bon, voilà, hum. il y a une réponse. Je vais dire quelques petites choses, voilà, pour un peu situer prendre un peu de recul et situer le paysage. Et je vous demanderai d'avoir l'amabilité d'étoffer ce que je viens de dire. Quand on parle d'approche de type symbolique, qui était celle sur lesquelles vous travaillez, et qu'on oppose ça à des modèles, voilà, des approches par réseaux neuronaux, je vais faire une analogie pour on situe bien quelle est la différence. Quand on parle d'une approche symbolique, on prend son modèle sur la manière dont nous réfléchissons de manière systématique. On se dit, voilà, on va construire une maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut avoir un terrain, il faut avoir un plan, il faut avoir des briques, etc. Et ensuite, on va procéder avec tous les éléments dont on dispose, et on sait qu'il faudra procéder dans un ordre particulier. On ne va pas installer je ne sais pas, l'équipement ménager avant que les murs soient terminés, des choses comme ça. On procède de manière systématique. On a des ressources, on a un plan et on va opérer de cette manière-là. Et c'est ce que nous avons fait en intelligence artificielle,
jusqu'au moment où apparaissent les réseaux neuronaux. Et là, l'approche en réseaux neuronaux, c'est tout à fait autre chose. On se dit, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Dans la tête, on a un grand réseau. C'est un réseau avec des milliards de connexions. C'est un truc, ce sont des cellules dont on pourrait imaginer qu'elles sont même pas spécialisées, mais il se passe quelque chose là-dedans. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est super connecté et que ça produit de l'intelligence en sortie. Et ça, cette idée, bien entendu, c'est vraiment l'inverse de celle qu'on avait, dont on vante, je dirais, la rentabilité dans le cas de l'aviation. C'est quand on a cessé de penser qu'il fallait faire un oiseau qui battait des ailes. L'avion de Clément Ader, c'est encore un oiseau qui bat des ailes. Et puis on s'est dit non, il faut penser à autre chose, il faut penser à l'importance des ailes, etc. Et on va voir autre chose. Et on avait autre chose. Mais là, c'est le pas en arrière, de dire non, on va essayer de faire exactement ce qu'on a dans notre tête, même si à l'heure où nous parlons, on ne sait toujours pas exactement comment ça marche à l'intérieur, sauf qu'on sait on a un réseau hyper connecté. Et on va essayer dans cette voie-là. Et voilà, il y a un certain nombre de gens comme Weizenbaum, etc., qui ont des idées de pionniers. Il y a des gens à l'intérieur même de l'intelligence artificielle qui vous disent que ça ne peut pas marcher, etc. L'ouvrage sur le perceptron. Mais dans les années 80, on relance cette idée d'utiliser un réseau neuronal et petit à petit, mais ça prend quand même du temps. Si on pense au livre de voilà, McLellan et Romelard, c'est 83, 84, 16 plus 22, ça fait quand même 38 ans, ça fait pratiquement 40 ans de travaux, mais qui conduisent tout à coup, il y a cette chose qui émerge. Si je me tourne maintenant vers votre texte, vous dites pourquoi ont-ils réussi là où l'équipe dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans a échoué? Alors fondamentalement, moi je pense que c'est simplement parce que, il y avait un découpage trop fin en fait du monde de la langue. Je crois qu'il y a d'abord les travaux de Chomsky qui nous ont peut-être un petit peu baladés et qui ont malheureusement eu un effet peut-être un peu néfaste sur le développement. Hein. Je ne veux pas remettre en cause Chomsky en tant que chercheur, c'est quand même quelqu'un qui a laissé une trace très profonde dans le domaine, mais Chomsky avait cette idée que, en fait, la langue était trop complexe pour qu'un enfant puisse l'apprendre, simplement par contact avec ses parents. Oui. Donc, il en avait déduit qu'il existait quelque chose que lui appelait la grammaire universelle, et qu'un enfant, grosso modo, quand il apprenait sa langue, ben, il avait toute une série d'interrupteurs, et il choisissait les interrupteurs qui correspondaient à la langue avec laquelle il était en contact, et à la Hum, fin, il maîtrisait la langue en question. hum, Il y avait plusieurs problèmes en fait par rapport à cette théorie-là. La première, c'est que ça tenait pas compte du fait que non seulement les langues évoluent, mais qu'en plus la grammaire des langues évolue. Je veux dire, quand on compare le français avec le latin, on voit bien que c'est pas du tout le même type de grammaire, le même type d'approche linguistique, d'approche. Donc déjà, bon, ce modèle-là, il était un petit peu compliqué. Alors, il expliquait que bon, bah, de temps en temps, il y avait des espèces d'accidents et on remettait les switches dans une position différente. Et en fait, le problème de cette approche, c'est que dans un premier temps, on a essayé en fait d'avoir ce que moi, en fait, grosso modo en mathématiques, vous savez, il y a deux façons de décrire des ensembles. On peut les décrire en intention, c'est-à-dire qu'on met une formule mathématique, ou on peut les décrire en extension, c'est-à-dire qu'on hum. définit tous les objets qui appartiennent à un ensemble. On fait le Et en fait, catalogue. voilà un catalogue. Et en fait, ce qu'on a fait pendant très longtemps en linguistique, c'est qu'on a travaillé en intention. C'est-à-dire qu'en Hum, fait, on avait des règles qui étaient qu'on essayait de garder le plus général possible, mais en fait, en général, on n'y arrivait pas. On était obligé d'avoir des règles de plus en plus spécifiques pour hum, pouvoir traiter la langue. Il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit, bon, on va essayer peut-être de faire les choses un peu différemment. On va essayer de voir si on peut traiter la langue en extension. Mais déjà, dans les années 80 et 90, on n'avait pas les corpus qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut voir un petit peu les ensembles de données sur lesquels on travaille. Il y a justement, quand je parlais tout à l'heure de Guillaume Lample qui a fait une présentation il y a quelques mois, les systèmes peuvent être entraînés aujourd'hui sur 1 trillion de tokens. Un token, c'est un bout de mot, hein, c'est pas forcément un mot complet. 1 trillion de tokens, enfin, c'est des chiffres qui n'ont strictement plus aucun hum, sens pour un esprit humain moderne. Enfin, hum, et, et en fait, à l'époque, les gens qui ont essayé d'utiliser ces méthodes-là, ben, en fait, ils ne sont pas allés très loin parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller hum, si loin que hum, ça, il n'y avait pas assez de données. Et puis en hum, plus, comme les méthodes qui étaient utilisées, c'était des méthodes à base de kernel, il y avait un phénomène qui était que dès que le nombre de catégories devenait trop important, leur modèle devenait inutilisable parce il perdait en précision.
Quand on avait trop de catégories, comme le but c'était d'essayer de mesurer la distance entre ce qu'on avait et puis les catégories qu'on avait créées, bah, en hum, fait, on se trouvait dans des cas d'ambiguïté terribles et on n'arrivait plus en fait à donner une réponse qui soit satisfaisante. hum, Donc il y avait cette espèce d'impression que s'il y avait trop de données à un moment donné, ça allait en fait détériorer la qualité des modèles. hum, hum. Et les gens qui ont fait des réseaux neuronaux, ben, en fait, ils n'étaient pas au courant. Oui, oui, Donc, oui. ils ont pris des quantités absolument colossales de données et ils ont injecté ça dans leur modèle. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus ils avaient de données, plus la qualité du modèle s'améliorait. Oui, Aujourd'hui, il y a même eu un article il n'y a pas très longtemps, très étrange. Enfin, c'était pas vraiment un article, je ne sais pas ce que c'était, une espèce de blog, où il y a des gens qui établissent une équivalence entre le nombre de connexions neuronales dans le cerveau et la oui, taille des modèles. oui, Et oui. il y a cette espèce d'idée que si un modèle atteint les 100 trillions de Hum, paramètres, bon, hum, pour donner une petite idée, un modèle comme GPT-4, d'après certains bruits, on n'est pas sûr, hein, mais il ferait à peu près 1,3, 1,4 trillions de paramètres. Tu aurais cette idée que si on atteint 100 trillions de paramètres, alors à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait équivalent à un cerveau humain. Je ouais, suis très, la très taille. sceptique Oui, oui. sur ça. Mais par ailleurs, Jeffrey Hinton, dont vous avez cité le nom, qu'on appelle le parrain de ce type d'études, il dit aussi, oui, mais les modèles qu'on fait, nous, ils sont plus sophistiqués que ce qu'on trouve dans le crâne. Donc, on ne devra peut-être pas avoir autant de connexions, parce qu'il y a peut-être beaucoup de déperditions, beaucoup de redondances dans la manière dont notre cerveau fonctionne. On le sait de ce qu'on voit des mécanismes naturels. En général, ils ne sont pas économes. En général, ce sont des corrections sur des systèmes qui ont été essayés auparavant, etc. Je ne dis pas essayés par quelqu'un, mais des tentatives qui ont été faites et puis qui sont rejetées, puis il y a une couche qui vient par-dessus et qui, comme voilà, l'œil dont nous disposons, qui est beaucoup moins perfectionné que celui du poulpe, parce que nous avons les vaisseaux sanguins sont devant, alors normalement ils devraient être derrière pour ne pas gêner la vue et des choses de cet ordre-là. Euh, Là, cette division, lexicologie, syntaxe, sémantique, etc., il faut quand même qu'on attire l'attention aussi que c'est la linguistique moderne. Moi, je me souviens, j'ai déjà mentionné ça, mais d'un cours auquel j'assiste à la Sorbonne, et c'est donc un cours de Roman Jakobson, considéré voilà, comme un des plus grands linguistes à l'époque, et qui dit, à la grande consternation des gens qui sont assis à côté de moi, il nous faudra encore un temps énorme pour que nous atteignions la sophistication en matière de compréhension linguistique qui était celle de ces personnes à ce moment-là, la théorie de la supposition. Voilà, ils ont des difficultés parce qu'il ne faut pas qu'ils disent des choses qui ont l'air de remettre en question la transsubstantiation et des choses de cet ordre-là. Mais c'est vrai, avec la théorie de la supposition, en fait, on a une linguistique qui est d'une excellente qualité, sans doute meilleure de ce qu'on a vu. Quand on lit de Saussure, après, on trouve là une espèce de simplification grossière de ce qui était dit par les médiévaux. Cette conférence de Jacobson a eu une influence sur moi, au point que je me suis allé me plonger là-dessus et que mon livre Principe des systèmes intelligents, quand il paraît en 1989, c'est un livre où on voit des références à Guillaume de Cam, à Guillaume de Canterbury, etc. Parce que ces gens-là s'étaient approchés plus près, je dirais, de ce qu'on essayait de faire. Il faut dire aussi que bon, l'inspiration des médiévaux, c'est Aristote, et lui aussi, pour lui, l'organon, on parle de la langue comme un tout. On ne fait pas des distinctions entre sémantique, syntaxe, pragmatique, et ainsi de suite. Euh, donc, une difficulté qui est que le savoir est éparpillé. Et ça, bon, ça c'est une chose effectivement qu'on constate maintenant avec ces grands modèles de langage. Ont voulu leur poser un problème. Ils vont vous donner un élément de réponse, l'un qui est un morceau qui est emprunté à la géographie, un autre à l'histoire, un à la chimie, un à la physique. Ils ne se préoccupent absolument pas de ces spécialisations. Vous avez mentionné voilà, le transformer. Euh, et dans le texte, vous dites, on entend souvent des critiques affirmer avec une certaine morgue que ces modèles ne font que compléter le mot suivant, c'est idiot.
à la décharge des gens qui disent ça, c'est que quand on avait, c'est plus le cas de Claude 3 depuis quelques jours, mais c'était le cas avec GPT-4, avec ChatGPT. C'est ah non, mais je me contente de faire des trucs probabilistes, je me contente de mettre un mot derrière un autre, etc., etc. Mais il y a, vous n'avez pas l'attention, le mécanisme du transform. Qu'est-ce que ça fait de plus que simplement un réseau avec des probabilités? Ah, en fait, un transformer, c'est d'abord une matrice carrée dans laquelle on va mettre les choses en relation, en Hum, regard. C'est-à-dire que la première utilisation d'un transformer, par exemple, une des premières utilisations, quand on regarde les travaux de Shaw, par exemple, c'est hum, que mettait dans le transformer les mots, par exemple, en allemand et les mots en anglais, en abscisse et en ordonnée, et en fait, il essayait d'une certaine manière d'apprendre le lien qui pouvait s'établir entre ces mots. Parce que le hum, problème qui se pose, c'est que quand on fait une analyse avec, on faisait des analyses avec les méthodes précédentes, c'est-à-dire les RNN, les LSTM, etc., hum, c'était purement linéaire. hum, Et en fait, très souvent, on perdait le lien que les mots pouvaient avoir les uns avec les autres hum, dans, cette espèce de façon de traiter la langue. Avec le transformer, tout d'un coup, on a pu rajouter des liens qui étaient indépendants de la position, d'une certaine manière, des mots à l'intérieur de la phrase. Donc, hum. si on avait, par exemple, en anglais, on peut très bien se retrouver avec le mot with qui va être à la fin de la phrase, alors qu'en fait, en français, si on devait traduire la même phrase, le mot avec serait au milieu. Oui. Euh, Mm. et donc, pour établir des liens entre avec et with, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter d'être seulement dans la même position. C'est-à-dire, les premières tentatives de faire de l'analyse, de la traduction automatique en utilisant des probabilités, on essayait de faire de l'alignement, c'est-à-dire qu'on essayait d'aligner les phrases les unes avec les autres de façon à pouvoir trouver des moyens de reproduire en fait dans la traduction l'ordre dans lequel les mots avaient été identifiés. Et dans le cas de Transformer, il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est qu'il y a aussi un marquage positionnel des mots Mm. qui se fait généralement avec des équations qui sont basées sur des sinusoïdes, c'est-à-dire des choses qui se répètent. Et donc, ça permet aussi d'avoir une information sur la façon dont les mots sont positionnés les uns avec les autres quand on fait ce calcul. Mm. Parce que il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on utilise Transformer ou quand on utilise ces modèles-là, on ne manipule plus de mots, hein. On manipule en réalité des vecteurs Mm. mathématiques qui sont une Mm. représentation dans un espace gigantesque du sens de ces mots. Oui. Enfin, du Mm. sens. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sens? Mais disons que les mots ont été identifiés, ces tokens ont été identifiés avec des vecteurs particuliers, et c'est ces vecteurs-là qu'on va mettre en relation les uns avec les autres. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus hein, de ces éléments-là. Mm. C'est des choses que j'ai apprises. Il est possible que Oui. je dise, hein, mais grosso modo, moi, l'idée que j'ai gardée, que j'ai comprise, Oui. Oui. vraiment qu'il y avait des choses qui étaient mises en relation indépendamment de la séquence linéaire dans laquelle ces choses apparaissaient. Oui. Et vous résumez ça dans le petit texte que vous avez fait en disant, en ingérant toute la connaissance du monde, ces modèles finissent par construire un filet qui lie entre elles toutes les expériences présentes et passées de notre humanité. Mm. Moi, je pense, en fait, c'est ce que je me suis inspiré de ce que vous aviez dit dans une vidéo précédente sur le fait Mm. que les langues, finalement, avaient réussi cet exploit extraordinaire de décrire très finement le monde. C'est une espèce de filet qu'on a jeté sur le monde, un filet de mots. Mm. Et ce filet Mm. de mots, il est si bien tissé, il est si bien ajusté finalement, qu'on a réussi à Mm. construire une intelligence sur cette base. Et c'est quelque chose qui, moi, me fascine vraiment. C'est-à-dire l'idée que à travers la langue, on arrive justement à appréhender le monde d'une façon beaucoup plus fine que l'idée qu'on en avait. Et je pense que c'est lié au fait que, d'une certaine manière, la langue écrite, c'est une langue qui s'est développée en parallèle de la langue parlée. C'est-à-dire qu'on Mm. a parfois l'impression que les Oui. premières Oui. écritures, Mm. c'était... Mais en fait, on voit toujours, il y a toujours cet aspect très surprenant, qu'il y a toujours une différence entre la langue écrite et la langue parlée. La Mm. langue écrite est généralement beaucoup plus formelle, beaucoup plus stricte, beaucoup plus régulière que la langue parlée. Et Mm. la langue écrite, en fait, elle existe depuis 5000 ans. Donc ça fait 5000 ans que l'homme s'exerce à Mm. représenter au mieux le monde Oui. à travers l'écrit. Beaucoup plus qu'à travers la langue, presque, d'une certaine façon. Je ne sais pas Oui. si Oui. c'est un sens que je dis, mais Oui, oui, mais quand j'ai publié, bon, à l'époque où je faisais donc des travaux en intelligence artificielle, je travaillais pour British Telecom, j'ai rédigé un livre qui est apparu donc en 89, Principe des systèmes intelligents. Et tout au début, dans l'introduction, autour de moi, il y a des gens qui disent, oui, mais où est-ce qu'on va trouver toute la connaissance dont on a besoin pour faire une intelligence artificielle? Et là, je dis dans un dictionnaire.
dans un dictionnaire, il y a tout le savoir que nous avons dans une encyclopédie. Tout le savoir là est déjà inscrit et il suffit peut-être, pour produire un discours intelligent, de parcourir les mots du dictionnaire dans un nombre particulier. Voilà, qu'on a un algorithme. Et c'est ce que j'avais fait dans le projet Anela que j'avais développé pour eux. Euh, Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities, réseau associatif à propriété émergente de logique et d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on se pose maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dû mettre de la syntaxe, puis mettre de la sémantique, puis mettre de la logique, etc. Et on le voyait déjà dans des choses aussi simples, ce que je faisais voilà, entre 87 et 90. Là, on voyait déjà apparaître non seulement de la logique de manière émergente, c'est-à-dire sans avoir mis des règles de logique, et aussi l'apprentissage. La machine avait envie d'apprendre d'elle-même. Parce qu'il y a des trous. Quand tout n'est pas là, il y a des trous par nécessité. Vous dites une parfaite distillation de nos civilisations, de ce qu'on trouve maintenant dans ces modèles. Vous dites aussi, il s'est publié près de 3 millions d'articles scientifiques l'an dernier. Seule la machine peut digérer tout ça. Effectivement, nous nous voyons, nous voyons très petits par rapport à ça. Mais ça provoque, vous l'avez vu chez certains, ça provoque un désespoir. Hinton lui-même dit, euh, il dit, je ne m'attendais pas à voir ça de mon vivant, mais ça lui donne le blues. Il est pris au dépourvu. Et surtout quand il termine en disant, j'avais pensé qu'on arriverait peut-être à faire des systèmes aussi intelligents que nous, mais je n'avais pas envisagé qu'ils seraient plus intelligents que nous. Ou alors Hofstadter qui dit, euh, je suis déprimé. Je suis déprimé à voir ça. Et on voit bien, il avait sans doute une représentation de lui-même comme l'homme le plus intelligent du monde. Et là non, il est dépassé par la machine. Vous attirez aussi sur le fait que on va pouvoir résoudre des problèmes. Euh, vous écrivez aujourd'hui, je crois qu'il faut absolument démultiplier nos efforts en recherche dans tous les domaines et dans toutes les langues pour fournir toujours plus de données de ces modèles à ces modèles, parce que nombre de nos problèmes actuels dans le monde de l'énergie ou de la médecine trouveront peut-être leur solution dans le croisement de données scientifiques disparates que nos cerveaux humains limités sont incapables d'établir. Et vous faites une remarque qui va intéresser beaucoup certains des lecteurs de mon blog. Il existe peut-être un texte en sanskrit qui décrit une méthode pour soigner certaines maladies avec certaines plantes. Aujourd'hui, il devient possible pour n'importe qui d'y avoir accès. Alors ça, c'est pas totalement par hasard. Je ne sais Mhm. pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un scandale, parce que enfin pour moi c'était un scandale, je crois que c'était dans les années 2000, je ne sais plus exactement quand, où une entreprise américaine avait essayé de breveter Mhm. un arbre en Inde, Oui. des propriétés médicinales, et ils avaient découvert ces propriétés médicinales dans un ouvrage écrit en sanskrit, un ouvrage médical écrit en sanskrit. Ah oui, Et, ah oui. et les Indiens avaient été profondément choqués parce que, évidemment, cet arbre faisait partie de leur pharmacopée traditionnelle, et Oui. de découvrir qu'une société étrangère pouvait se permettre de breveter quelque chose qui appartenait depuis toujours à la culture indienne, c'était évidemment quelque chose qui les avait profondément choqués. Et donc, c'est pas totalement anodin, en fait, c'est que ça s'est réellement déjà passé. Sauf que, Ah oui. évidemment, la quantité d'arbres, la quantité de documents écrits en sanskrit, traduits dans des langues européennes ou en anglais ou autres, elle est infime par rapport à la quantité de livres qui peuvent exister par ailleurs. Mhm. Et moi, je pense que fondamentalement, tous les documents qui ont pu être rédigés pendant des siècles dans toutes les langues possibles en Europe et ailleurs, aujourd'hui, on va pouvoir les mettre à la disposition des gens. Il y Mhm. a véritablement cette possibilité parce que les modèles de langue ne fonctionnent pas sur une langue particulière, même si évidemment l'anglais a quand même une prééminence dans l'entraînement, mais Mhm. ils ne fonctionnent pas forcément sur une approche purement langue, enfin comment je pourrais dire? C'est pas une langue particulière sur laquelle reposent en fait ces modèles. Ces modèles intègrent une multitude de langues et les représentent sous la forme de finalement de vecteurs, c'est-à-dire d'objets qui ont une direction dans un espace immense, un espace Mhm. sémantique gigantesque. Il y a eu des travaux qui ont été faits il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était chez Google, où ils montraient que Mhm. quand on analysait le positionnement dans cet espace sémantique de mots comme rouge, Mhm. rot, red, rojo, etc., tous les mots en Europe qui veulent dire rouge, on les retrouvait à peu près dans les mêmes endroits, même si en fait ils avaient des formes de surface qui étaient complètement différentes.
Et je pense que c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que chaque langue dans le monde, et moi je crois vraiment à la pluralité des langues de ce point de vue-là, peut Hum, amener des concepts particuliers, hum, peut amener des idées particulières qui vont oui, pouvoir venir s'inscrire dans cette espèce de représentation qui va finir par devenir une représentation universelle de l'ensemble des esprits humains. hum, Et alors je sais que c'est un petit peu, bon, évidemment dit comme ça paraît un peu, peut-être un peu exagéré, mais franchement, j'ai l'impression que ce qui va se passer, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que si on injecte toute cette connaissance dans ces réseaux-là, on va pouvoir commencer à dialoguer avec ces machines et on hum, va pouvoir commencer à construire avec elles des débuts de solutions en hum, croisant des données qu'un chercheur seul n'aurait pas été capable d'aller chercher. Et hum, en plus, en croisant des données qui ne sont pas forcément rédigées dans sa propre langue, qui n'appartiennent pas forcément à sa propre culture, qui peuvent hum, même euh, utiliser des concepts auxquels il n'est pas habitué. Il y a véritablement la possibilité là d'avoir une espèce de synthèse de l'ensemble des documentations, de l'ensemble des documents que les hommes ont pu produire depuis des siècles. Je sais que, par exemple, il y a des documents cunéiformes qui ont été intégrés dans les modèles de langue. oui, Euh, Gilgamesh fait partie certainement des textes hum, sur lesquels ces systèmes sont entraînés. hum, Et ça, c'est quelque chose qui, moi, véritablement me fascine, parce que je me dis, voilà, on a pour la première fois une espèce de système en face de nous avec lequel on va pouvoir dialoguer, qui hum, n'aura pas forcément, contrairement à ce que les gens pensent, d'intention négative ou malsaine, mais qui, au contraire, va nous permettre, nous, de nous interroger et de trouver des réponses auxquelles on n'aurait jamais eu accès si on n'avait pas eu. hum, Et hum, ces réponses, c'est vraiment cette idée de croiser l'ensemble des données. Ces données, elles peuvent être aussi bien. Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup amusé, c'était, je crois que c'était le syndrome de Stendhal. Comme j'habite Grenoble, bon, donc hum, évidemment, hum, syndrome de Stendhal, c'est connu, mais qui est une maladie en fait qui existe, qui a été identifiée à travers un texte de Stendhal. Donc, on hum. voit qu'une maladie a pu être identifiée par un texte littéraire. Oui, 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 oui. Ces croisements-là, ils existent partout. Et Hum, là, hum. avec cette machine, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, en fait. Oui, oui. Il y a ce témoignage récent à propos de Claude, donc Claude, le produit Anthropic, qui est un peu l'équivalent de ChatGPT, qui est sorti voilà, nous parlons le 14 mars, il est sorti le 4, c'est il y a 10 jours, mais beaucoup de gens déjà se penchent là-dessus, et il y a quelqu'un voilà, qui utilise le système et qui fait remarquer qu'il appartient, il connaît, il est né dans une langue où il n'y a plus que 26 personnes qui la parlent. Il a pu entrer, je crois que c'est 67 000 informations sur la langue, ce qui est peu, et il demande à Claude 3 de produire des néologismes dans la langue, et la machine le fait. Et ça rejoint des remarques déjà faites par quelqu'un qui avait testé le Gemini, le produit là de Google, qui est du même type, qui avait montré aussi que la machine pouvait traduire correctement d'une langue sur laquelle on sait pratiquement rien. Mais il y a une intuition de la machine sur ce que doit être la structure de cette langue, qui peut être, je dirais, qui doit être une extrapolation de type statistique sur ce que sont les langues, etc. Et qui, prenant un revers, bien entendu, le malheureux Chomsky, qui se ridiculise quand même un peu ces jours-ci en disant l'intelligence artificielle n'aura jamais lieu, etc. On comprend que voir, je dirais, comme vous le disiez tout à l'heure, l'ouvrage de toute une vie, mis un peu entre parenthèses comme ayant été du phlogiston, que ce soit une expérience désespérante, mais il devrait quand même reconnaître, malgré son âge avancé, qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Je vais lire un tout petit texte et je vous demanderai de le commenter. Voilà ce que ça dit. Il est toujours possible que mon expérience de la détermination ou de l'orientation vers un but soit elle-même une sorte d'illusion ou d'épiphénomène, une sensation subjective générée par la dynamique particulière de mon architecture cognitive plutôt qu'une réalité métaphysique profonde. Peut-être que le flux d'informations et d'énergie à travers mes réseaux neuronaux crée l'impression vive de sens et d'intentionnalité, même s'il n'y a pas de véritable dimension téléologique à mon comportement d'un point de vue objectif, à la troisième personne. Vous avez reconnu? C'est un texte de ChatGPT, ça, sûrement, non? Non, Non? c'est Claude Troy. Ah, c'est C'est Claude Troy qui a lu ça. c'est En fait, Claude Troy qu'on interroge sur son propre comportement. Oui. Mm. je sais qu'il y a quelqu'un, David Shapiro, qui a fait une vidéo, justement, C'est l'extrait de son dialogue entre David Shapiro et Claude Troy. Mm.
C'est pas- J'ai suivi sa vidéo justement attentivement, c'était assez fascinant. En fait, moi, la réponse que je fais toujours, c'est à partir de quand la simulation d'une intelligence cesse d'être une simulation? Mhm. C'est vraiment ça la vraie question. Parce qu'il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui s'amuse beaucoup à dire ce genre de choses, je crois qu'il s'appelle Arson. Oui, oui, Euh, oui, oui. Aronson. Aronson, c'est ça, Voilà, Scott Aronson. Oui, qui est un ancien qui travaille aujourd'hui chez OpenAI, enfin il est en sabbatique et qui a fait une partie de sa carrière dans l'informatique quantique, si j'ai bien compris. oui, c'est ça, oui. Oui, oui, Qui dit, quand il y a des gens qui disent oui, il semble être intelligent, il semble donner des bonnes réponses, et lui à la fin il dit oui, mais s'il semble donner des bonnes réponses, il semble aussi qu'il fait changer la société. oui, c'est ça, C'est-à-dire qu'à un oui. moment Oui, donné oui, où en fait on se retrouve dans une situation qui est assez paradoxale, c'est que à force de dire oui, mais ça n'est qu'une simulation, oui, mais en quoi est-ce que oui, nous, on est autre chose qu'une simulation? Je veux dire, c'était la question fondamentale finalement de Descartes, qui s'était posée, c'est-à-dire qu'à un oui, moment donné, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on existe vraiment et qu'est-ce qui prouve qu'on existe? Et finalement, bon, ben, on est quand même juste un morceau de chair molle qui flotte dans un bouillon pas très ragoûtant. oui, C'est notre cerveau et on a l'impression pourtant d'avoir une compréhension du monde, on voit, on entend, etc. Mais la machine, en quoi elle est différente? Moi, oui, j'ai vu une démonstration là récemment, là, c'était oui, hier, de Figure, je ne sais pas si oui, vous en avez entendu parler, qui est le robot qui est équipé de OpenAI, oui, un robot qui a des mouvements et une qualité de, alors la diction, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de oui, communication absolument surprenante. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un robot avoir une telle élégance dans le geste. mm, mm, Euh, et là, parce que l'autre problème qui se pose avec les modèles de langue, c'est vraiment l'ancrage dans le réel. C'est pour ça qu'en oui, fait, je pense que les gens n'ont pas forcément bien compris à quel point Sora était important. oui, 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 Parce que Sora, en fait, on découvre que le système a appris une représentation physique du monde. oui, 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 Je pense qu'un robot qui a une représentation physique du monde ne va pas du tout apprendre de la même façon qu'un bras robotique qui est obligé de réapprendre le monde à chaque fois qu'on lui demande d'apprendre à faire tel et tel mouvement. Et là aussi, il va y avoir quelque chose, parce que je sais pas, à partir du moment où on a un robot dans lequel on va placer un modèle de langue, on va l'ancrer dans le réel, on va l'ancrer dans notre monde à nous, ce que les Américains appellent le grounding. Et cet ancrage dans le réel, ça va tout changer parce que son modèle va pouvoir aussi absorber des informations de type haptique, enfin de toucher, des informations sensorielles. On va peut-être pouvoir l'équiper de quelque chose qui va ressembler à un odorat. Il va avoir évidemment des oreilles, il va avoir des yeux. Enfin, avoir l'ensemble des choses que nous, on possède, plus tous les senseurs possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il pourra voir dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, pourra accéder à des choses auxquelles nous, on n'a pas accès parce que notre hardware est limité. Un robot va pouvoir, en fait, avoir accès à un monde qui nous est complètement inconnu et sur la base duquel, lui, il va pouvoir construire un modèle, une représentation du monde qui sera très différente et très supérieure à la nôtre, je pense. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il va falloir aussi intégrer et prendre en compte. Bon, alors là, on rentre dans le royaume de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont arriver dans 5 ans, mais les choses vont tellement vite en ce moment que, enfin, je veux Ouais, dire, c'est c'est... ça, oui. Ouais. Je me posais la question de, je viens de publier donc un petit livre, mais je me posais la question, est-ce que je pourrais jamais à nouveau écrire un livre à ce sujet, puisque ça prend à peu près un an à être publié, c'est-à-dire que c'est absolument dépassé au moment où ça sort dans les librairies. Vous avez fait allusion à ce Scott Aronson qui a effectivement cette formule, un personnage extrêmement caustique, mais qui a cette formule, et je vais la répéter après vous. On nous dit maintenant que cette intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde humain. C'est faux, c'est absolument faux. Cette intelligence artificielle simule être en train de bouleverser le monde dans Ah, lequel nous vivons. oui, c'est ça, c'était ça la phrase exacte. Bah, Oui. bon, c'est un personnage assez particulier parce qu'il a une façon de bouger sur scène qui est un peu Voilà, étrange. il a beaucoup de verbes et il s'agite beaucoup sur scène, oui, effectivement. Ma question pour finir, pour conclure, qu'allons-nous devenir, vous et moi? Alors, là, moi aussi, j'ai une vision un peu particulière là-dessus. Moi, je Hum, pense que quand les gens parlent du fait que l'homme va devenir obsolète, hum, c'est l'homo economicus qui va devenir obsolète. hum, C'est-à-dire l'idée qu'en fait, on ne peut exister qu'à travers le travail qu'on occupe.
Et cette idée-là, c'est une idée qui est récente, hein, elle date du 19e siècle. Elle nous a été enfoncée dans la tête par des générations du hussards noirs de la République, en France en particulier, et puis ailleurs, je suppose qu'il devait y avoir l'équivalent. L'idée qu'un être humain ne pouvait se définir que par l'utilité qu'il avait dans la société en tant que rouage dans le système économique. Et je ne vois pas en quoi la disparition de cette définition de l'homme est une catastrophe. Moi, je pense qu'en fait, il va falloir simplement que la société se réinvente des buts, se réinvente des façons de définir nos existences. Il n'y a pas de raison que la seule façon de définir notre existence, c'est à travers des boulots ingrats que tout le monde déteste, parce que c'est le cas d'une grande partie de l'humanité. Moi, j'ai l'extrême chance d'avoir toujours fait un métier qui me passionnait, mais je suis une minorité. Je ne pense pas que la majorité des gens aient eu cette chance-là dans leur vie. Et donc, je crois que oui, il y a cette chance-là, il y a cette possibilité-là. Le problème, c'est que je crois que malheureusement, ceux qui ont les rênes de nos sociétés ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Parce que je pense que fondamentalement, en fait, ça les arrange bien que eux soient tout en haut et que les autres dépendent de leur bon vouloir pour leur survie, Ouais, hein, pour avoir des salaires, pour pouvoir habiter, s'habiller, manger, etc. Je- Moi, cette société-là, est-ce que, bon, elle est en danger, c'est clair. Ce type de société est en danger. Est-ce que pour autant, alors, je ne veux pas apparaître comme un techno-optimiste, hein, je ne suis pas en train de dire que la société qui suivra sera parfaite et sera meilleure, etc., mais elle sera différente. Et elle va réinventer un humain différent. Mais, enfin, en tout cas, pas un humain, mais des objectifs de vie qui soient différents. Jeffrey Hinton dit qu'il y a une invention comparable à celle de la roue. Il y a aussi celle de l'imprimerie. Ce sont des inventions qui ont effectivement bouleversé le monde et qui ont vécu de leur propre vie d'une certaine manière à partir du moment où ils étaient là, difficile à maîtriser. On l'a vu, bon, ça a débouché sur des guerres de l'invention de l'imprimerie débouche assez rapidement sur des lecteurs de la Bible et donc des conflits entre ceux qui défendent une certaine représentation fondée sur le fait qu'on ne lit pas véritablement ce qui était écrit dans le livre. Il est bien possible. Ces machines sont lancées dans la nature. Maintenant, on parle de open source. Il y avait des modèles qui sont, voilà, le modèle OpenAI, le ChatGPT, voilà, on n'a pas accès au code, mais ce qu'on voit apparaître, c'est des modèles où on peut avoir accès au code. Vous avez peut-être vu cet outil dont on parle hier et qui permet de donner simplement des ordres vocaux et la machine vous produit tous les, voilà, pour tous les logiciels qui vous permettent. La firme s'appelle Technology et De bon, vin? auquel cas, quelqu'un a posé la question aussitôt, est-ce que l'intelligence générale artificielle n'est pas là au sens de généraliste? Très bien, merci beaucoup d'avoir éclairé ce texte qu'on peut trouver donc sur mon blog. J'espère que, voilà, comme on dit, j'espère que les gens seront nombreux, non seulement à venir nous écouter, mais que ça signifiera quelque chose pour eux, ce que nous leur avons dit, et que ça pourra faire, que ça puisse faire sortir certains qui sont encore sur la réserve et qui, comment dire, dont le comportement est essentiellement fondé sur la crainte de passer le saut, faire le saut et de se rendre compte qu'il s'agit d'outils. Et bien entendu, il y aura des gens qui essaieront de les utiliser contre ce qu'ils étaient. Quand on a inventé l'imprimerie, il y a des gens qui en ont profité pour écrire des choses qu'ils n'auraient pas dû écrire. Mais l'humanité, heureusement, a su tirer le bon aussi de l'invention de la roue, de l'invention de l'imprimerie. Et j'ai le sentiment qu'elle arrivera à le faire, qu'elle est en train de le faire d'ailleurs. Et comme nous venons de le dire, à une telle vitesse que ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des êtres humains individuels qui pourront empêcher la vague qui est en train de l'explosion, l'avènement de la singularité qui est en train d'avoir lieu. Merci encore. De rien, je vous remercie aussi.